À la une de l'actualité, celui qui va devenir le plus jeune archevêque de France. À 45 ans, David Macaire prendra la suite de Michel Méranville le 12 avril prochain. Aujourd'hui, il tenait sa toute première conférence de presse. Ça s'en va et ça revient. À Paris, le dossier Université des Antilles, étudié au Sénat, a une nouvelle fois été renvoyé à l'Assemblée nationale. L'épineuse question de la gestion des pôles est toujours au cœur du problème. Revenez avec une idée, on pourra peut-être vous aider. Voilà comment la région entend séduire les porteurs de projets de moins de 40 ans. Des Martiniquais pour qui le projet Migration Retour a été spécialement élaboré. Enfin, la 25e édition de la Foire Expo a démarré aujourd'hui. Encore une fois, le parking du stade de Dillon va se laisser envahir par les stands tous métiers confondus et des milliers de visiteurs. Au programme, 5 jours de surprises et de bonnes affaires. Et puis notre invité, vous le voyez, nous parlera transport d'animaux, business caribéen et aventures aériennes. Allô la Tour, il y a un bœuf dans le cockpit. C'est le livre biographique de Simon Ayotte que nous recevrons donc sur ce plateau. Bonsoir à tous, très heureuse de vous accompagner pour cette heure d'information. On débute ce journal avec un retour au pays quasi triomphal pour David Macaire. À seulement 45 ans, il est le futur archevêque de Martinique. Nommé par le pape François samedi dernier, il prendra la succession de Monseigneur Michel Méranville le 12 avril prochain. Hier, le futur chef du diocèse, originaire du Morne-Rouge, est donc arrivé en Martinique. Et ses premiers mots à l'endroit des fidèles, il les a prononcés sur les ondes de Radio Saint-Louis ce matin. Une antenne sur laquelle il a travaillé par le passé. Il a donc mis un point d'honneur à y effectuer sa première conférence de presse. Isabelle Ferrière a suivi la journée de celui qui sera bientôt le plus jeune archevêque de France. Regardez. Par exemple, quand on regarde, on dit « Ah, le pape François, c'est très bien !» Sous-entendu, « Ah ouais, avant, ça n'a pas été bon non plus. » Ah non, c'est pas vrai. Forte affluence ce matin dans les locaux de Radio Saint-Louis. Le futur évêque de la Martinique, David Macaire, y reçoit les journalistes. Le lieu n'a pas été choisi au hasard. Avant d'entrer dans les ordres, il officiait sur les ondes dans les années 90. Ses anciens collaborateurs se souviennent. Avec lui, on n'a pas peur, tu vois. On ne craint pas. Et on peut être soi-même. David, c'est l'ami des jeunes. Il s'est toujours occupé de jeunes, que ce soit au scout, que ce soit au Maudry de lycée, partout. Et que ce soit ici ou ailleurs. Parce que David, c'est un homme d'ouverture. On ne va pas pouvoir l'enfermer. À 45 ans, ce natif du Morne-Rouge devient le plus jeune archevêque de France et le premier dominicain à remplir cette fonction sur l'île. Mais ce qui interpelle surtout, c'est son style peu conventionnel pour un homme d'église. Le style est un peu décalé, le style un peu plus free, quoi, plus libre. Le fond reste le même, hein, parce que le fond, c'est Jésus-Christ. Donc le style est important, on le voit avec le pape. Il dit la même chose que ses prédécesseurs, qui passaient aussi d'une certaine façon, mais il y a un style différent. Donc il touche parfois des gens qui sont loin. Toucher un public plus large, notamment les jeunes. Pour prendre le pouls de la Martinique et dresser sa feuille de route, David Macaire va multiplier les rencontres. Je vais essayer de prendre contact, de voir et d'être vu aussi, d'écouter. Déjà, des gens, plein de gens, hein, depuis même pas 24 heures que je suis là, même pas, m'ont déjà dit, il y a tel problème. Donc j'écoute, je prends pas note. Je laisse malaxer en moi parce que c'est d'abord spirituel. Fédérateur, optimiste, le dominicain déborde déjà de projets pour son île natale. Je sais qu'il a plein d'idées, mais il ne pourra pas tout mettre en œuvre. Mais je sais par exemple qu'il est très porté sur la communication. Il a rappelé aussi sur la jeunesse. Aller vraiment aux périphéries, comme le dit le pape François, c'est-à-dire aller chercher ceux qui ne viennent pas à l'église. Pas aller les chercher pour les recruter dans l'église, on n'est pas dans une dynamique de recrutement, on n'est pas une secte, mais aller les chercher, ça veut dire aller leur apporter cette parole d'amour qui nous fait vivre, nous, les chrétiens. Monseigneur Macaire deviendra archevêque le 12 avril prochain, une date qu'il a lui-même choisie. Sur le calendrier catholique, elle correspond au jour de la Divine Miséricorde. Amen. Amen, justement, ils l'ont vécu comme un miracle. Ce matin, 5 pêcheurs ont été sauvés de la noyade au Vauclin. Après une panne moteur, ils ont dû se jeter à l'eau pour éviter d'être projetés contre la barrière de corail. 2 d'entre eux ont été repêchés immédiatement sur une autre embarcation. Les 3 autres, maintenus à flot par leur gilet de sauvetage, ont été élitreillés un peu plus tard par l'hélicoptère Dragon 972. Choqués, ils ont été transportés à l'hôpital. Leurs jours, heureusement, ne sont plus en danger. Au chapitre judiciaire, la configuration
création de la future cour d'appel de Fort-de-France fait polémique jusque dans la presse nationale. Le quotidien Le Figaro en parlait hier. Les avocats martiniquais ont obtenu que les procureurs ne puissent plus siéger au même niveau que les juges du siège. Le ministère public devra donc faire ses réquisitions depuis le sol, soit au même niveau que les avocats et non plus sur une estrade, quelques centimètres en moins, qui font débat depuis le début de la construction de ce tout nouveau tribunal, le premier à mettre en pratique cette nouvelle règle. Marie Tricot. Voici le futur lieu de la discorde. Au cœur du chantier se profile l'une des chambres correctionnelles d'appel qui fait disparaître la fameuse estrade. Le procureur plaidera désormais au même niveau que les avocats et c'est l'ensemble de la magistrature qui chancelle. Pour le parquet, c'est l'image même du ministère public qui est menacée par cette décision. Réduit à partager le même espace que les avocats du barreau et donc à se tourner vers la cour pour plaider, procureurs et procureurs généraux craignent d'être assimilés à l'une des deux parties, accusation ou défense, alors même qu'ils représentent l'intérêt général de la société. Une configuration qui n'existe pourtant dans aucun autre tribunal en France. Autre grief, la décision de supprimer l'estrade aurait été communiquée au barreau, mais pas au chef de cour. Une distinction de quelques centimètres sur laquelle la garde des Sceaux ne changera pas d'avis, arguant, je cite, d'une tradition locale, et ce, malgré plusieurs courriers de protestation. Le barreau de Fort-de-France a d'ailleurs vivement réagi par communiqué et s'offusque que la configuration de la nouvelle cour d'appel provoque un tel tollé. Pour l'instant, aucune des deux parties ne souhaite y ajouter une dimension médiatique. L'enquête continue après l'agression de 2 gendarmes la semaine dernière. Souvenez-vous, lors d'un contrôle sur la route à Ducos, des motards leur avaient littéralement foncé dessus. 2 hommes sur les 3 recherchés auraient été interpellés aujourd'hui à Fort-de-France. Ils auraient été placés en garde à vue. Reste à savoir s'il s'agit de témoins ou d'éventuels suspects. Bien sûr, l'enquête continue. Cette affaire, en tout cas, c'est la preuve que le métier de gendarme n'est pas de tout repos. Malgré le danger de cette voie professionnelle, certains jeunes n'hésitent pas, ne renoncent pas à se lancer dans l'aventure. Aujourd'hui, 122 volontaires âgés de 18 à 35 ans ont passé les épreuves écrites du concours de gendarmerie, des jeunes au moins titulaires du baccalauréat qui ont dû plancher sur des tests de culture générale, d'aptitude professionnelle, mais aussi de langue vivante. La gendarmerie de Martinique espère ainsi recruter une dizaine de jeunes motivés. Ceux qui auront réussi cette première étape ce matin passeront ensuite des entretiens ainsi qu'une épreuve sportive. Écoutez le lieutenant-colonel Laurent Hannequin, il répond à Marie Tricot. Le gendarme aujourd'hui c'est un cadre, c'est d'abord et avant tout un militaire, mais c'est aussi un cadre qui doit être à même de mener ses enquêtes de police administrative ou de police judiciaire de manière autonome. Donc on a besoin de gens à la fois responsables, autonomes et capables d'initiative. L'actualité nous rappelle que le métier de gendarme est un métier dangereux, que le fait de servir d'être d'un métier de sécurité et au profit de la population peut t'amener à prendre des risques. Malheureusement, on le constate tous les jours et nous pensons effectivement que les jeunes qui se présentent ou qui viennent sonner à notre porte sont suffisamment motivés pour ne pas s'arrêter à ces faits divers et montrer au contraire toute leur motivation pour se présenter aux examens. Et notez, si le métier vous séduit également, que le concours est gratuit. La prochaine session se déroulera le 1er octobre 2015. Des propos disproportionnés, diffamatoires et mensongers, c'est en bref comme ça que la préfecture qualifie la réaction du syndicat de police SGPFO. Lundi, souvenez-vous, le secrétaire départemental adjoint Claude Coppel était sur notre plateau pour dénoncer une mutation arbitraire à l'aéroport de 4 agents de la PAF jusque-là affectés au port. Il parlait d'une situation intenable pour ces fonctionnaires victimes de burn-out. La préfecture explique la mutation par un besoin de renfort à l'aéroport dans le cadre du plan Vigipirate. Elle assure également qu'aucune voie de recours interne n'a été utilisée par les agents concernés pour contester leur mutation. Une mission de l'IGPN est en cours pour y voir plus clair. Au volet social, du rififi, puisqu'on était sur le port, et bien du rififi à nouveau sur le port. Ce matin, les dockers ont cessé le travail et bloqué l'activité. Leur revendication, trop de travail pour trop peu d'effectifs. Ils demandent également une revalorisation de leur salaire, un débrayage qui a entraîné de gros retards dans la prise en charge des conteneurs. Malgré des échanges avec la direction, aucun accord n'a été trouvé, de quoi agacer également les transporteurs qui, eux aussi, ont démarré leur mouvement de contestation. Ils réclament que la durée de stockage sur le port soit allongée compte tenu des retards, car en effet, le temps, c'est de l'argent et les retards commencent à leur coûter cher. Écoutez ce transporteur interrogé par Océlia Cartès et Elodie Toto. On est handicapé depuis bientôt 3 semaines, un mois.
parce qu'il y a des dysfonctionnements au niveau du port. Apparemment, le port est trop petit, donc on a plein de conteneurs vides qui nous retardent. Beaucoup de cavaliers qui sont défectueux, les dockers qui disent qu'il manque de la maintenance au niveau des cavaliers, qui ne reçoivent pas les signaux. On peut attendre jusqu'à 2-3 heures pour un conteneur. Après, c'est les clients et les transitaires qui ne comprennent pas cette attente-là. Et tout le monde veut son conteneur, mais en général, dans la journée, on peut faire 2-3 conteneurs pleins au lieu de 5-6 pour une bonne journée. En Guadeloupe, les passionnés de grand large ont rendu hommage à Florence Artaud cet après-midi. Rassemblés à la capitainerie, les organisateurs de la Route du Rhum ainsi que des skippers ayant participé aux précédentes éditions se sont rendus en mer. Ils y ont déposé une gerbe en mémoire de la navigatrice décédée en début de semaine dans un crash d'hélicoptère. Écoutez ces quelques réactions recueillies par Linda Kayarsi. À l'annonce de son décès, l'opinion, le monde sportif en tout cas, elle y compris le boxeur, la nageuse et les autres membres de la presse, vos collègues, en tout cas on est solidaires, on pense aux familles. On a une pensée très émue pour Florence Artaud. Je souhaite la remercier pour ce qu'elle a apporté à la course océanique, à cette course, particulièrement cette route du Rhum, et puis à la Guadeloupe, parce que je pense que ça avait donné un éclairage fantastique à la Guadeloupe. Elle a su ouvrir une voie aussi pour les femmes en compétition, donc voilà, on va essayer de garder toutes les belles choses qu'elle nous a livrées. Donc voilà, c'est un sentiment à la fois de tristesse, d'émotion et de respect surtout. C'était vraiment quelqu'un qui avait la passion ancrée en elle. Et puis quelqu'un aussi qui aimait partager avec les amis, les fêtes, aussi bien à terre qu'en mer quand elle était en croisière. Direction Paris à présent, où le dossier Université des Antilles était à nouveau débattu au Sénat aujourd'hui. Une étude vaine puisque la question des modalités de création de l'université va à nouveau être renvoyée à l'Assemblée nationale. En cause, l'échec de la commission mixte qui étudiait le dossier, de quoi retarder encore la création de l'université. De son côté, le gouvernement a réaffirmé sa volonté de voir le texte validé tel qu'il est sorti de l'Assemblée, n'en déplaise aux 3 députés martiniquais, Alfred Marie-Jeanne, Bruno Nestor Azero et Jean-Philippe Nilor. Voyez plutôt le reportage d'Éric Dupuis. Pas d'avancée concrète sur le texte de loi au Parlement aujourd'hui, interpellé par le député Nilor sur le positionnement du gouvernement au sujet du mode de gouvernance de la future Université des Antilles. Qu'entendez-vous faire pour que cette université conserve sa cohérence et son unité ? La ministre, qui vient tout juste de récupérer le dossier, a confirmé le rejet du ticket présidentiel introduit par les sénateurs lors des débats. Ce choix, je le dis ici clairement, va à l'encontre de l'accord politique et de la volonté initiale du gouvernement et des élus des collectivités concernées. Le gouvernement a donc présenté à l'Assemblée nationale un amendement qui a été adopté pour revenir au texte initial, qui est plus proche de notre volonté d'avoir une université qui soit en concordance avec les réalités du terrain. Au sortir de la séance, le Martiniquais est dépité. Je crois que visiblement la ministre a démontré qu'elle ne maîtrise pas vraiment ce dossier-là. Elle a été très évasive et je crois que très approximative, et je crois qu'elle gagnerait à s'imprégner de ce dossier-là parce que nous avons suffisamment perdu de temps. Et du temps, ce dossier n'en a pas gagné. Peu après, au Sénat, pendant 1h30, 7 députés et 7 sénateurs n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Parmi eux, il y avait Victorin Lurel qui accuse les sénateurs de droite. Lui imposer l'élection groupée, ce qui n'est pas l'accord politique que nous avions passé entre nous et avec le gouvernement. Dans la commission aussi, le Martiniquais Maurice Santiste, mais il n'a pas pu faire avancer le débat. J'ai été envoyé là par le Sénat, mais en même temps, il faut que vous sachiez que je reste Martiniquais et qu'il fallait concilier à la fois les intérêts des Martiniquais et en même temps ceux du Sénat et encore plus ceux de mon groupe politique. Ça fait beaucoup pour un seul homme. Le texte va donc retourner à l'Assemblée nationale qui aura le dernier mot, reste à savoir quand.
En bref, après le billet de 5 en 2013 et le billet de 10 en 2014, la Banque Centrale Européenne, vous le voyez, a présenté le nouveau billet de 20 €. Il devrait être mis en circulation le 25 novembre prochain. Un délai de 9 mois pour permettre aux professionnels qui le manipuleront régulièrement de s'y habituer. Particularité de ce nouveau billet, un signe de sécurité innovant, une fenêtre portrait intégrée dans l'hologramme qui fait apparaître, vous l'avez vu à l'instant, le portrait de la princesse Europe, personnage de la mythologie grecque. Comme les billets de 5 et 10 €, les nouvelles coupures de 20 € auront également un nombre émeraude et puis tous les signes de sécurité nécessaires afin d'éviter les reproductions illégales. En Guadeloupe, la campagne sucrière a bien du mal à démarrer. Prévu pour aujourd'hui, le début de la récolte a été empêché ce matin par les opérateurs de coupe. Ils ont bloqué l'accès à l'usine de Gardel afin de réclamer aux planteurs une revalorisation de salaire. Le reportage de Linda Kayarsi. Ce matin, aux abords de l'usine Gardel, la tension monte entre opérateurs de coupe privés et des coopératives. Les Guacan nous l'autre de coupe. Nous on sait encore ouvert l'usine au matin la balance là c'est des coupes canne. Donc il y a qui m'a attaqué. Donc qui m'a organisé couper canne et bon matin il est arrivé là, il a constaté que l'usine Gardel bloquée. Donc c'est ça qui a posé nos problèmes parce que quand on a planté là, c'est chance à Rio là actuellement là. Un blocage opéré par des opérateurs de coupe privés. Ces derniers réclament aux planteurs une revalorisation de salaire de 2 € par tonne de canne coupée. Jusque-là, les planteurs leur ont proposé qu'1 €. Ce qui était convenu, c'est que depuis l'année dernière, ils donnent 1 € et ce qui n'a pas été fait. Du coup, c'est 1 € en 2014 et 1 € de cette année-ci. Aujourd'hui, on demande aux syndicats de prendre leur entière responsabilité et pour que les cannes plantées soient coupées en temps et en heure. Des syndicats de planteurs qui, pour l'heure, s'inquiètent pour leurs cannes car le temps presse. La récolte a déjà 2 semaines de retard. Planteurs quand nous avons difficulté, nous avons crise, il faut savoir si la pluie tombe, ni quand la moun qui peut couper et richesse à quand baisser. Je de la faut pour ton manœuvre des points conciliation, des voies, réglons le problème avec les États, moi en tant que syndicat. Et on a demandé aussi, on a demandé appel aussi que les autres syndicats fassent là, de ne pas faire la chaise vide, parce que c'est planter qui ont défendre des vies dans long table pour nous parler. Après de longues heures d'attente, opérateurs de coupe privés d'un côté et des coopératives de l'autre, l'accès à l'usine de Gardel est débloqué pour les premières pesées. Aujourd'hui, il est temps de démarrer. Nous avons une grosse campagne. Nous ne devons pas aller au-delà. Fin juillet va déjà poser de grandes difficultés avec les fortes pluies, l'impossibilité de rentrer dans les champs et une baisse importante de richesse, et tous les acteurs seront pénalisés. Aujourd'hui, il est temps de mettre fin à ces retards et de démarrer sereinement la campagne. Cet après-midi, une réunion a été organisée entre les différents acteurs de la filière, opérateurs de coupe et syndicats de planteurs. Les opérateurs de coupe privés ont d'ores et déjà prévenu, s'ils n'obtiennent pas la revalorisation de leur salaire, la récolte sera à nouveau retardée. Restez avec nous sur ATV. Dans un instant, on ira au salon des éditeurs qui a ouvert ses portes hier à Madiana. L'occasion de voir si les livres scolaires sont adaptés à nos régions. On verra ça tout à l'heure. Et puis Hubert Bornil nous emmènera également à la rencontre d'un musicien hors pair qui vit avec un handicap, un tambouillé en fauteuil roulant, créateur de mélodies bien connues chez nous. Vous reconnaîtrez tout ça tout à l'heure. Mais avant, direction donc Madiana, où le 38e salon des éditeurs du premier degré s'est ouvert hier après-midi. Un rendez-vous qui attire tous les professionnels de l'enseignement et de l'édition. 13 éditeurs et 1 libraire s'y sont rassemblés. L'occasion pour nous de savoir si ces ouvrages, pour la plupart édités dans l'Hexagone, tentent de s'adapter à la réalité antillaise. Pour le découvrir, Guy Raphaël René est allé sur place chiner quelques ouvrages pour les tout petits. Regardez. Mathématiques, français, histoire ou géographie, les éditeurs ont sorti tous les outils pédagogiques destinés aux enseignants. Parmi eux, des ouvrages adaptés à l'environnement des Antilles, une volonté affichée chez certains éditeurs et une demande croissante chez les enseignants. C'est vrai que ça manque encore, on n'a pas toujours des ouvrages spécifiques à nos départements, à notre île, et c'est vrai qu'il y a un besoin par rapport à cela. Là, on a le dictionnaire trilingue en créole martiniquais. On a un atlas avec un supplément sur les départements d'outre-mer. On va avoir les animaux des Antilles françaises. Donc actuellement, on est sur ces titres-là. Et puis, des nouveautés vont bientôt sortir. On est sur les
petit classique en créole martiniquais actuellement. Cette année, la nouveauté, c'est l'apparition des outils numériques qui commencent à se faire une place à côté des livres traditionnels, à l'instar de ces clés USB avec leur contenu interactif. Le magma, qui prend le nom de lave, remonte à la surface par un cratère qui se forme. La lave jaillit, projetée sous la pression des gaz. Nos enfants sont de plus en plus, habitués à l'image. Donc nous avons ces clés numériques qui proposent, sont de vraies ressources vidéoprojetables. Il suffit d'avoir un vidéoprojecteur et un ordinateur pour pouvoir vraiment avoir des films, des animations, des images, interagir avec un petit stylet, rajouter des commentaires, etc. Donc c'est vraiment un outil complémentaire au papier. Un salon des éditeurs du premier degré qui évolue avec son temps de façon à ce que les enseignants eux-mêmes restent connectés à la réalité. Nous sommes là, nous les représentants des éditeurs, nous sommes là pour les conseiller. Donc ça leur permet en effet de rester au fait de ce qui paraît, aussi bien en termes de méthodes, de nouvelles, il y a des innovations qui sont proposées. Il y a le numérique, mais il y a aussi des ouvrages qui sortent un peu de l'ordinaire, qui proposent d'autres façons d'enseigner. Et là, ils viennent les découvrir sur le salon. Pour cette première journée, l'affluence était au rendez-vous. Le salon se poursuit jusqu'à demain. Allô la tour, il y a un bœuf dans le cockpit. Voilà l'une des phrases surprenantes qui a marqué l'histoire de Simon Ayotte. C'est d'ailleurs le titre de son livre, une biographie qui raconte les trépidantes aventures d'un jeune pilote martiniquais installé en Guadeloupe. Demain, l'auteur sera en dédicace au Linas Café de Maniti à 18 h. Mais avant, petit détour par notre plateau. Bonsoir Simon Ayotte. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Alors, votre histoire est surprenante, on se croirait presque dans un film. Vous y racontez d'abord comment vous devenez pilote, comment vous acquérez votre premier avion et comment votre équipe d'amis, vos amis, comment cette équipe se construit peu à peu, une équipe avec laquelle vous vivez des aventures complètement folles, transport d'ânes, de bœufs, de chevaux, prison à Saint-Domingue, tension avec les différentes tours de contrôle de la Caraïbe, des aventures pas toujours légales d'ailleurs, mais souvent très drôles avec le recul. C'était important pour vous de raconter cette histoire-là ? Tout à fait. Vous aurez noté vous-même que c'était une formidable expérience humaine. Oui. On pense que des gens exceptionnels qui sont mes amis extrêmement proches. Et tout à fait, c'était important de le raconter parce que chaque fois que je racontais ces histoires, tout le monde riait. Je me dis, bon, mais il faut absolument l'écrire un jour. Voilà. Ça vous est venu comme ça? Un jour, vous vous êtes dit, tiens, ouais, un jour, je vais j'étais à raconter mes Paris seul mémoires. pendant une semaine. J'ai commencé à écrire. Ça m'a pris quelques années. J'écrivais 2 lignes, 2 pages, enfin voilà. C'est assez particulier parce que vous écrivez vraiment comme si vous le reviviez. Il y a cette présence qui fait qu'on a l'impression de le vivre en même temps que vous. Vous aviez vraiment la mémoire de tous ces dialogues? Un détail. J'ai une mémoire, non seulement des dialogues, mais du nom des gens, des aventures, je me rappelle le tout en détail. Alors, on y découvre quand même un Simon Ayotte plutôt nerveux. Il y a ce passage où excédé par le manque d'organisation de votre client et la lenteur du service de la piste d'atterrissage de Trinidad, vous abandonnez la marchandise sur le parking de l'aérogare avant de repartir. De quoi irriter la tour de contrôle qui vous hurle de ne plus jamais revenir à Trinidad. Vous y êtes retourné depuis ? De ne même pas envisager de réfléchir à revenir à Trinidad. Bien sûr, je suis retourné des dizaines de fois, mais pas avec cet avion. Oui, j'imagine. Tout à fait. C'était une belle histoire quand même. Il y a une histoire d'amour entre vous et cet avion. Tout à fait. Et quand je me suis séparé de l'avion, j'avais les larmes aux yeux. Mais enfin, il fallait le faire. C'est la législation qui vous y a obligé. Tout à fait. Vous répétez souvent dans ce livre que ce que vous avez vécu au début des années 80 ne pourrait pas arriver aujourd'hui, les procédures ayant effectivement grandement changé dans l'aviation. On sent de la nostalgie quand même. Vous savez, moi je dis que Ben Laden a changé notre vie. C'est-à-dire qu'à l'époque, on était connus, on rentrait sur une piste, on ne montrait même pas nos licences de pilote, tout le monde nous savait. Maintenant, quel que soit le pilote qui va prendre un avion, même si tout le monde le connaît, il montre sa licence, il est fouillé, il est refouillé. Donc je vous dis, Ben Laden a complètement changé notre vie. Donc c'est une autre époque. On ne peut même pas envisager d'imaginer de revivre une aventure comme ça. C'est impossible. Vous êtes encore dans l'aviation aujourd'hui ? Par plaisir. Par plaisir par seulement. Par plaisir. Et pourtant, on sentait dès le départ que vous vouliez en faire un véritable métier. Mais ça a été mon métier. C'est moi qui ai créé la compagnie Air Caraïbes. Après, j'ai fait Air Calypso. Mais j'étais du mauvais côté politique. J'aurais été d'un autre côté politique, ça aurait été différent. On ne se rend pas compte que les avions puissent autant avoir un impact, puissent autant avoir un lien avec la politique finalement. Les avions ont un lien extrêmement étroit avec la politique, parce que qui maîtrise le transport maîtrise beaucoup de choses. C'est pas faux. Qu'est-ce que vous regrettez le plus de cette vie? Qu'est-ce qui vous manque de cette vie d'aventure? J'allais dire tout, mais enfin, ce qui me manque le plus, c'est de revenir à une époque où c'était pas la réglementation qui gérait tout, c'était pas la politique qui gérait tout, c'était les hommes qui
qui étaient des entrepreneurs qui arrivaient à s'épanouir et qui n'étaient pas contrecarrés par des réglementations, je vais être méchant en le disant, européennes, qui ne sont pas du tout adaptées à la réalité antillaise. Mais enfin, c'est comme ça. Est-ce que vous êtes fier de ce livre-là aujourd'hui ? Son succès m'amuse, parce que je ne m'y attendais pas du tout. Je pensais que c'était plutôt mes amis qui allaient lire ça, mais son succès m'amuse. Je suis assez surpris, tout à fait. Bon, en tout cas, demain, vous serez à Manity, voilà. en dédicace, à 18h, à Olinas Café. J'espère que vous viendrez. Oui, moi, je jouerai déjà ma dédicace tout à l'heure. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Simon Ayotte. Donc, rendez-vous demain pour Allô la Tour, il y a un bœuf dans le cockpit. Merci de m'avoir invité. Peut-être une petite explication sur ce titre, rapidement. Ben, c'est une histoire réelle qui s'est passée. Alors, je vous dis une chose, Allô la Tour, ça ne se dit pas. Aucun pilote ne dit ça. Aucun pilote ne l'a jamais dit. Et j'ai voulu le mettre dans ce titre parce que je voulais m'adresser à des gens qui ne sont pas pilotes. Voilà. Ça ne se dit pas. Bon. Mais ceci dit, dans le livre, il y a énormément oui, mais on ne dit pas Allô la Tour. On dit, il y a énormément d'aspects techniques qui permettent même aux lecteurs lambda de comprendre. Avant de le lire, si vous voyez un bœuf dans le cockpit, ça n'interpelle pas. Allô la Tour, il y a un bœuf dans le cockpit, c'est un truc qui est grave. Bon, bah alors si on veut avoir la réponse, il faudra venir vous voir demain à 18h. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir été avec nous. On reste en Martinique pour parler de retour, celui des jeunes martiniquais partis étudier et qui ne sont jamais revenus s'installer au pays. Des jeunes que la région espère séduire avec son plan Migration Retour, un programme présenté officiellement aujourd'hui qui entend lutter contre la fuite des cerveaux en aidant les porteurs de projets de moins de 40 ans à innover sur leur terre natale. Ce projet a-t-il des chances de fonctionner? Élément de réponse avec Océlia Cartès et Elodie Toto. Revenir au pays après une longue expatriation, un choix décisif que prennent de nombreux jeunes martiniquais. Cédric a quitté l'île il y a 10 ans, une décision motivée par la volonté d'être le meilleur dans son domaine de compétences. On est dans un secteur artistique, en fait, à l'époque c'était un peu obligatoire pour avoir une vision un peu de tout ce qui se fait au niveau des musées, de choses comme ça, parce que il n'y avait pas Internet comme maintenant, avec autant de vidéos disponibles et tout, donc c'était bien de partir et puis d'aller voir. Le manque de reconnaissance locale reste aussi un facteur qui encourage le départ vers l'ailleurs. Il y a par exemple Félix Ludop, si je dois citer quelqu'un, qui a fait tout un parcours complètement hallucinant sur la métropole et même au-delà. Et ça, c'est valable dans plein de choses, hein. Ça peut être valable dans la musique aussi. On voit des artistes qui font des buzz un peu partout et puis quand ils arrivent ici, bon, ils ne sont pas reconnus comme... Voilà. Bien loin d'entrevoir combien pèse sur la démographie locale une installation hors Martinique. Pour Gérald, les jeunes et les meilleurs partent, mais au final, revenir au pays natal doit être un choix décisif. Pourquoi on rentre pour nous, aussi pour la famille, parce que nos parents, effectivement, ils prennent de l'âge, nos frères et sœurs, ils sont là, nos neveux et nièces, ils grandissent. Il faut quand même que je rentre plus tôt que ce que j'avais imaginé. Mais par contre, il ne faut pas rentrer sans rien. Il faut rentrer avec un bagage, avec une expérience qu'on pourra revendre ailleurs. Et donc ça, c'est super important. Innover et développer là où il y a un manque, une obligation professionnelle que Gérald encourage tout jeune à respecter. J'ai des projets pour la Martinique. Après, est-ce que la Martinique veut mes projets, c'est un autre débat. Mais j'en ai plus, il y a plein de projets, effectivement. Et donc j'ai essayé, mais il faut être ici pour le faire. Un retour au pays que la région a décidé d'encourager. 2 sur 3 qui partent faire des études ne reviennent pas. On leur demande de revenir avec un projet, pas de leur demander de revenir comme ça. Ceux qui tournent autour de l'énergie, du numérique, de la logistique, et ceux qui tournent autour des projets qui s'impliquent dans la Caraïbe pourront bénéficier d'une double prime, une prime de 5 000 € et une autre prime de 5 000 € qui s'ajouteront à la prime exceptionnelle d'installation de 15 000 € qui est offerte aux jeunes. 34% de la population aura plus de 60 ans en 2030. S'inquiéter de la fuite des cerveaux représente donc une étape conséquente qui freinera éventuellement une perte démographique. Chaque année, c'est l'événement au stade de Dillon. La Foire Expo a ouvert ses portes ce matin. Une 25e édition qui rassemble 250 exposants. Énergie solaire, artisanat, décoration pour la maison. Il y en aura pour tous les goûts, pour toutes les bourses. Objectif pour les organisateurs, faire de cette foire un rendez-vous économique majeur. Et c'est plutôt bien parti. Cet après-midi, il y avait déjà foule. Écoutez l'organisateur de la manifestation face à la caméra d'Océlia Cartès et Elodie Toto. On a sans cesse de nouveaux exposants qui viennent, qui apprécient ou pas, qui reviennent ou pas. Mais aujourd'hui, 30% des exposants nous suivent depuis plus de 20 ans. C'est 5 jours de folie. Donc c'est un récapitulatif des événements passés. On a une délégation de la Réunion, du Sénégal, on a des gens qui viennent un peu partout de la Caraïbe et qui, avec nous, vont faire la fête et surtout en présence des Martiniquais.
Voilà qui nous mène doucement vers un clin d'œil culturel avec l'exposition de Yasmine Mondésir, alias Yabi. Après 10 ans d'absence, la plasticienne présente ses œuvres sous le nom Smile Again, Souris encore, une découverte colorée installée au Centre culturel du Lamentin jusqu'à ce vendredi 13 mars. Isabelle Ferrière. Le monde ne se résume pas à ça. Ce ne sont pas juste des guerres, des meurtres, du sang partout. Il y a aussi la joie autour de nous, il y a aussi de la couleur autour de nous. Et on a envie de le montrer, on a envie de voir autre chose, de sourire à nouveau. Je veux juste rester simplement presque au niveau primitif des choses. Simplement qu'on ait juste une émotion positive, une envie, un désir simplement d'être bien en regardant simplement ces œuvres. Ça commence par un trait, ça commence par une pièce maîtresse, j'ai envie de dire, quelque chose qui me permet d'avoir une direction. Et par la suite, c'est plus les couleurs qui me guident que le trait. Donc une couleur va en appeler une autre et certaines fois, je m'arrête parce qu'il me manque quelque chose comme une couleur supplémentaire pour stresser l'ensemble, pour donner en fait à l'ensemble l'envie d'émerger, de vibrer. Voilà, 23 œuvres pleines de couleurs qui seront ensuite exposées dès la semaine prochaine au Centre culturel de Petit Bambou, toujours au Lamentin. C'est l'heure de notre coup d'œil quotidien sur vos quartiers et tout de suite le JT des communes. Le JT des communes qui commence donc au François, où le soleil semble à nouveau se lever sur le quartier Presqu'île. En 2007, le cyclone Dean avait entraîné un glissement de terrain qui avait beaucoup marqué les habitants. Depuis, ils vivent dans la crainte d'un éventuel éboulement, une peur qui devrait disparaître avec la reconstruction du mur de soutènement. La municipalité a commencé les travaux depuis 2 semaines. Un ouvrage de 60 mètres de long qui coûtera plus de 300 000 €. Luis Sabas. Ce muret n'a pas résisté aux tonnes d'eau et de terre qui se sont déplacées après le cyclone Dean. À certains endroits, il n'y a plus que les murs des habitations qui l'empêchent de s'écrouler totalement. Mais depuis quelques jours, des travaux sont entrepris. Un mur de soutènement sera construit. Pour les riverains, c'est la fin d'une longue période de stress et de désagrément. Il n'y a pas moyen de nettoyer, il y a des moustiques, ça sent. Et les gens là-haut, quand ils envoient descendre tous les déchets, il faut que moi-même je me baisse pour ramasser tout ça, c'est pas évident. Avec les travaux, on sera mieux. On sera tranquille. Parce que le soir, quand je dors, je ne suis pas tranquille. En sachant que le mur est presque tombé sur la porte de ma chambre. Ça fait déjà plus de 8 ans. Hein. 8 ans plus un procès. C'est le temps qu'il aura fallu à la municipalité franciscaine pour débuter ces travaux qui auraient pu commencer en 2011. Ça a été aussi long parce que nous n'avions pas l'espace nécessaire pour que les travaux puissent commencer, puissent démarrer. D'une part, puis c'est vrai qu'il y a eu un problème aussi financier qui n'a pas permis que l'on démarre plus vite. Mais on aurait pu démarrer depuis 3 ou 4 ans si ce n'était le contentieux qu'il y avait au niveau de la parcelle qu'il nous fallait pour aller et venir et effectuer les travaux. Le mur de soutènement devrait s'étendre sur 60 mètres, un ouvrage moderne qui devrait durer plus de 50 ans. Et ce terrassement rentre dans le cadre de la reconstruction du mur, qui est un mur tech. Et l'avantage de ce type de mur, c'est qu'il est particulièrement adapté aux régions sismiques, puisqu'il répond très bien aux sollicitations de compression ou de cisaillement. Le mur de soutènement devrait être achevé fin avril. Coût total de l'opération, plus de 330 000 €. C'est la semaine du handicap. La semaine du handicap, c'est toujours l'occasion de montrer les difficultés des personnes concernées, mais aussi de montrer leur talent. C'est le cas de Georges Fordan. Sa musique est connue d'un grand nombre de Martiniquais. À 67 ans, cet homme qui a grandi à Bocanal, à Fort-de-France, est un passionné de mélodies populaires. Depuis 2 ans, une maladie de la moelle épinière le cloue dans un fauteuil roulant. Pas de quoi entamer sa joie de vivre, comme l'ont constaté Hubert Bornil et Michelet François. Pour Georges Fordan, la musique est une thérapie. L'homme qui a connu la maladie depuis environ 6 ans est cloué depuis sur son fauteuil roulant. Mais il ne désespère pas du tout. Avec son tambour, il respire la vie. Regardez. Cet air, vous l'avez sûrement fredonné, au moins entendu. Sorti en 1999, c'est l'œuvre de cet homme. Passé bolaria, maton kabana kakwache. Ma passé bolaria, maton kabana kakwache. Ma apprends la musique et puis aller marler. Depuis 99, mon sorti premier album moi. En ce moment, moi le 3e là.
Georges Fordan est souvent en compagnie de son ami Dumaine. Il lui apporte une aide efficace dans ses déplacements à cause de son handicap. Maman de ça qui arrive, m'a regardé passer rien, m'a ouais Albertine et puis Albert Kakazan Cabane. Et même si la maladie le contraint à garder le fauteuil, on peut dire que son moral n'est pas entamé. M'a carré chercher le bonheur. Le bonheur, c'est-à-dire que si m'a été sur place, m'a un goudi et puis ça a bouffé en le moral là. Alors m'obligé qu'à tchéber la musique, c'est un genre de support. Georges avoue que la musique lui permet d'oublier ses difficultés du quotidien. Il chante d'ailleurs au sein d'une formation traditionnelle, Musique Bokaï, c'est son nom. Et là aussi, il est bien entouré. Jamais connu d'histoire, l'aime tes petits avec maman moi. Ami si était capable, c'était toujours bas nous mépris. À madame qui était là, il sortit en la messe là. Priez Dieu tout bon Dieu ni, mais c'est moi-même qui parti bon. Bon, plaque à composer de 7 éléments. Alain Marlin, Raymond Carole et Jean-Michel Populo, Philippe Biodi, Mazadi Dumaine Rosine. À la batterie, nous avons un Toto. Et puis, moi qui chanté. Marie, la vie a été belle. Marie, la vie a été belle. Marie, la vie a été belle. En vérité, la vie a été belle. Marie, la vie a été belle. Marie, la vie a été belle. Marie, la vie a été belle. En vérité, la vie a été belle. Voilà, désormais, lorsque vous entendrez cette musique, Cabana Kakraché, vous aurez une pensée positive pour Georges Fordan. Eh oui, on salue d'ailleurs Georges Fordan et Hubert Bornil que vous retrouverez également demain dans votre JT des communes. C'est la fin de votre édition locale et communale. Merci à tous de l'avoir suivi. Ne bougez pas dans un instant, on reste tout près de vous avec Anche Pays. À tout de suite.